Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet incontournable quand on démarre un nouveau job en France, la période d'essai. C'est souvent source de questions, parfois un peu de stress même. Oui, tout à fait. Que l'on soit tout juste embauché ou simplement curieux de savoir comment ça fonctionne. Exactement. Alors pour décortiquer tout ça, on a d'un côté un article très concret du cabinet Volontae sur comment la réussir et de l'autre des éléments d'un guide juridique plus technique sur le cadre légal. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est vraiment, son importance, comment bien l'aborder et les points de droit essentiels à avoir en tête. On y va ? Allons-y. Alors pour commencer, tout simple. La période d'essai, c'est quoi au juste ? Disons que c'est une phase de transition au tout début du contrat de travail. Le guide juridique parle d'un test d'adaptation réciproque. Et je trouve que c'est une bonne image. D'un côté, l'employeur regarde si les compétences du salarié collent bien au poste, s'il s'adapte. Ok. Et de l'autre, le salarié, lui, il évalue si le poste, les missions, l'ambiance, si tout ça lui convient vraiment. C'est une sorte d'observation mutuelle avant de s'engager pour de bon. D'accord. Et cette évaluation, elle porte sur quoi concrètement ? J'imagine que ce n'est pas que la technique pure. Ah non, surtout pas. Et ça, l'article de Volume TA insiste bien là-dessus. Évidemment, les compétences techniques, le savoir-faire, c'est la base. On regarde ça de près. Mais ça va plus loin. On évalue aussi la capacité à s'adapter, l'attitude générale, comment la personne s'intègre dans l'équipe, sa façon de collaborer. Le fameux savoir-être ? Exactement. C'est pour ça que Volume TA dit qu'il est crucial de bien comprendre sur quoi on va être évalué. Le mieux, c'est simple, lire son contrat, se renseigner sur les attentes. Et si on a un doute, faut pas hésiter, demander à son manager ou au RH. Un point super important que soulève le guide juridique, cette période d'essai, elle n'est pas automatique si. Elle ne tombe pas du ciel quand on signe un contrat. Absolument pas. Et ça, c'est vraiment un point clé. Elle ne se présume jamais. Jamais. Pour qu'elle existe, pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle soit écrite expressément, noir sur blanc, soit dans la lettre d'engagement, soit le plus souvent dans le contrat de travail. C'est une condition sine qua non. Tout à fait. Une simple mention dans la convention collective, par exemple, ça ne suffit plus pour les contrats signés après juin 2008. Et attention, le contrat ou le document qui la mentionne, il doit être remis au salarié au plus tard le premier jour de travail, pas après. Sinon, la période d'essai n'est pas valable. Ok, c'est très clair sur ce que c'est et comment elle est mise en place. Mais alors, pourquoi c'est si important de bien négocier ce virage ? Au-delà de l'évidence de garder son poste, bien sûr. Oui, c'est une très bonne question, parce que c'est bien plus qu'un simple test à passer. L'article de Volonté le dit bien. C'est une vraie opportunité de montrer sa valeur, de montrer son professionnalisme, sa capacité à s'intégrer vite, son envie d'apprendre. En fait, on pose les bases de la relation de travail future. C'est un peu comme la première impression, mais qui dure plusieurs mois. C'est un peu ça, oui. Et une période d'essai réussie, ça peut vraiment ouvrir des portes pour la suite. Des évolutions de carrière, des projets plus intéressants. Et puis il y a l'aspect psychologique aussi. La confiance en soi, la satisfaction au travail dès le départ. Bien commencer, ça compte énormément. Ça donne le ton pour la suite dans l'entreprise, finalement. Alors, concrètement, comment on met toutes les chances de son côté ? Voltana donne des pistes, j'imagine ? Oui. Plusieurs conseils très pratiques ressortent. On peut les voir un peu comme deux grands axes. D'abord, un axe plus perso, une gestion de soi, se fixer des objectifs clairs pour cette période. Qu'est-ce que je veux accomplir ? Qu'est-ce que je veux apprendre ? Avoir une vision, ça aide à rester motivé. Ok, se donner une direction. Voilà. Et ensuite, un deuxième axe, très tourné vers les autres. Construire activement des relations professionnelles. Aller vers les gens, se présenter, être ouvert, collaboratif, bien communiquer. L'intégration, ça passe beaucoup par là. Et j'imagine qu'il ne faut pas juste être sympa, il faut aussi montrer qu'on est là pour travailler, qu'on apporte quelque chose. Ah mais c'est le troisième pilier, absolument essentiel. Démontrer ses compétences, mais activement. Prendre des initiatives, proposer des idées, chercher les occasions de montrer ce qu'on sait faire. Ne pas rester dans son coin à attendre que ça vienne. Exactement. Montrer sa valeur ajoutée. Et puis un dernier point qu'on oublie souvent, demander du feedback.
Ah oui, Permet de s'ajuster très vite et montrer qu'on est ouvert à la critique constructive. En général, c'est très, très apprécié. d'accord. Ça demande une certaine proactivité donc. Mais bon, tout n'est pas toujours facile. Si on rencontre des difficultés, si le stress monte, ça arrive, non? Évidemment, ça fait partie du jeu. Et Volantaboué donne aussi des conseils pour ça. D'abord, pour gérer le stress. Trouver ses propres soupapes. Le sport, les loisirs, bien séparer pro et perso. Maintenir un équilibre? Voilà. Ensuite, garder une attitude positive. Être résilient, persévérant, voir un défi comme une chance d'apprendre, pas se laisser décourager par une erreur ou une critique. Et si on bloque vraiment sur une tâche, sur un aspect du poste, demander de l'aide, est-ce que ça peut être mal vu comme un signe de faiblesse? Alors là, au contraire. Le conseil, c'est vraiment demander de l'aide. Si on est en difficulté, il faut aller voir son manager, ses collègues plus expérimentés. Ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse. C'est plutôt vu comme une preuve de maturité, de volonté de bien faire, de s'intégrer. Ça montre qu'on prend le problème à bras-le-corps. D'accord. Donc l'aspect humain, comportemental est vraiment central. Mais bon, la réussite, ça dépend aussi des règles du jeu, du cadre légal. On y plonge. Allons-y. Commençons par la base, la durée. Combien de temps ça dure, cette période d'essai? Le guide juridique doit être précis là-dessus. Oui, il l'est. La loi fixe des durées maximales pour la période d'essai initiale, celle de départ, pour les CDI signés depuis mi-2008. En gros, c'est 2 mois max pour les ouvriers employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, et 4 mois pour les cadres. 2, 3, 4 mois. C'est ça. Ce sont des plafonds légaux. On ne peut pas mettre plus dans le contrat de travail, même si une vieille convention collective disait autre chose avant. Et attention, il y a des durées spécifiques pour d'autres contrats, les CDD, l'intérim. Ok. Ces 2, 3 ou 4 mois, c'est fixe, gravé dans le marbre ou il y a une marge? Alors, il y a une nuance intéressante qui vient des tribunaux, de la jurisprudence. Ils disent, en s'appuyant sur des textes internationaux, que la durée totale de l'essai en incluant un éventuel renouvellement dont on parlera doit rester raisonnable. Raisonnable. C'est-à-dire proportionnée au poste. L'idée, c'est d'éviter les abus. Par exemple, une période d'essai d'1 an, même pour un cadre sup, ça a déjà été jugé excessif, déraisonnable. Donc, même si on respecte les 4 mois légaux, si le poste ne justifie pas une si longue évaluation, ça pourrait être contesté. Mais c'est assez rare en pratique sur les durées légales initiales. Intéressant, cette notion de raisonnable. Et pour compter ces mois, on prend les jours où on travaille seulement ou tout le calendrier? Bonne question, sauf si le contrat précise autre chose, on compte en jours calendrier. Donc week-end et jours fériés compris. Exactement. Tout compte. Et ça démarre le premier jour où on travaille réellement, pas le jour où on signe le contrat si c'est avant. Logique. Pour la fin, c'est simple aussi. Un essai d'1 mois qui commence le 1er février, il se termine le 28 ou 29 février au soir. Un essai de 3 mois qui commence le 3 juin et il finit le 2 septembre à minuit. Et si le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié, ça ne décale pas la fin. Ça finit bien ce jour-là. D'accord. Et si on est malade pendant l'essai? Ou si on prend des congés, ça met le compteur en pause? Tout à fait. En cas de suspension du contrat, maladie, accident du travail, congés payés, certains autres congés, la période d'essai est prolongée. La durée de la prolongation est égale à la durée de l'absence. Le but, c'est que la période où on évalue vraiment le travail ne soit pas réduite. Donc on récupère le temps perdu en quelque sorte. C'est ça, avec une petite subtilité. La prolongation ne peut pas non plus décaler la date de fin au-delà de la durée de l'absence elle-même. Mais bon, l'idée générale, c'est ça. Par contre, attention, les jours fériés, ou si on suit une formation demandée par l'employeur, ça ne prolonge pas l'essai. Pour les RTT, c'est un peu plus flou, la jurisprudence hésite. Ok. Imaginons un employeur trouve que 4 mois, c'est un peu juste pour évaluer un cadre sur un poste complexe. Il peut décider de rallonger, on entend parler de renouvellement. Oui, le renouvellement, c'est possible. Mais alors là, attention, c'est hyper encadré. Vraiment. Il ne peut y avoir qu'un seul renouvellement, un seul. D'accord. Et il faut 3 conditions cumulatives. Si une seule manque, c'est mort. Première condition, il faut qu'un accord de branche étendu le permette. C'est un accord collectif pour tout un secteur, genre la banque, la métallurgie. Si l'accord de branche n'en parle pas ou l'interdit, on ne peut pas renouveler. Point. D'accord, ça dépend du secteur d'activité. Deuxième condition, la possibilité de renouveler doit être écrite, noir sur blanc, dans le contrat de travail initial. Celui qu'on a signé au début. Il faut que ce soit prévu dès le départ. Exactement. Et troisième condition,
C'est souvent là que ça coince. Il faut l'accord exprès, clair, non équivoque du salarié. Et cet accord doit être donné au moment où on propose le renouvellement, donc vers la fin de la période initiale. Une simple signature sur un papier, ça ne suffit pas toujours. Il faut une formule claire du type « lu et approuvé pour le renouvellement ». Ça peut même se faire par mail si c'est très clair. Waouh! C'est donc loin d'être automatique ou une simple formalité imposée par l'employeur. Il faut un triple verrou en quelque sorte. C'est exactement ça. Et si ces trois conditions sont bien réunies, quelle est la durée maximale au total? Alors, la durée totale, essai initial plus renouvellement, ne peut pas dépasser le double de la durée légale initiale. Donc, ça fait au maximum 4 mois en tout pour ouvriers employés, 2 plus 2, 6 mois pour les agents de maîtrise techniciens, 3 plus 3, et 8 mois pour les cadres. D'accord? 4, 6, 8 mois maximum tout compris. Voilà. Et bien sûr, ce renouvellement doit être justifié par le besoin de continuer à évaluer les compétences, pas pour une autre raison. C'est beaucoup plus strict que ce qu'on imagine souvent. Pour être bien clair, il y a d'autres expressions qui ressemblent à période d'essai, mais qui sont différentes, c'est ça? Oui, très important de faire la différence, car les règles n'ont rien à voir. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'essai professionnel ou le test professionnel. Ça, c'est avant l'embauche. C'est une épreuve très courte pour vérifier une compétence technique précise, genre un test de conduite pour un chauffeur ou un test de langue. Le candidat n'est pas en situation de travail normale. Ce n'est pas une période d'essai. Ok, c'est un test de sélection en fait. Voilà. Ensuite, il y a le stage. Même si on fait un stage dans l'entreprise qui nous embauche après, le stage lui-même n'est pas une période d'essai. Le stagiaire n'est pas salarié. Petite subtilité quand même, hein. Si on est embauché juste après un stage de fin d'études, de plus de 2 mois en général, la durée de ce stage peut, sous condition, être déduite de la période d'essai. Ah, intéressant ça. Et enfin, il y a la période probatoire. Attention à celle-là. Elle intervient pendant le contrat de travail, quand on change de poste en interne. Une promotion, par exemple. Ah oui, pour tester si on est apte aux nouvelles fonctions. Exactement. Le but, c'est d'évaluer l'aptitude au nouveau poste. Et si ça ne marche pas, la conséquence, ce n'est pas la rupture du contrat, c'est le retour à l'ancien poste. Elle nécessite aussi l'accord du salarié. D'accord, donc période d'essai, c'est vraiment pour le tout début du contrat, pour tester l'adéquation initiale. Merci, c'est plus clair. On en arrive au moment potentiellement délicat, la fin de la période d'essai et en particulier la rupture. Comment ça se passe? Alors, le principe de base, c'est la liberté. Aussi bien l'employeur que le salarié peuvent décider d'arrêter pendant cette période, sans avoir à donner de motif précis en principe, sauf si on invoque une faute. Là, c'est différent. On parle de rupture discrétionnaire. C'est ça. Mais attention, cette liberté n'est pas absolue. Elle a des limites très claires. La rupture doit être liée à l'objectif de l'essai, évaluer les compétences, l'adaptation au poste. Elle ne peut jamais être basée sur un motif discriminatoire. La santé, la grossesse, l'origine, la religion, c'est totalement interdit et ça rendrait la rupture nulle. Et elle ne doit pas être abusive non plus, j'imagine. Exactement. Une rupture est abusive si elle est détournée de son but. Par exemple, si l'employeur rompt l'essai parce qu'en fait, il supprime le poste pour des raisons économiques déguisées. Ça, c'est abusif. Ça peut aussi être abusif s'il y a une intention de nuire ou ce que les juges appellent une légèreté blâmable. Une légèreté blâmable. C'est-à-dire, C'est souvent le cas si la rupture intervient hyper vite, genre après 2 ou 3 jours, sans avoir laissé au salarié une vraie chance de faire ses preuves. Rompre de manière trop précipitée, ça peut être jugé abusif. d'accord? Et pour notifier cette rupture, est-ce qu'il y a des formalités particulières? Un entretien, une lettre spéciale? En général, non. Pas de procédure formelle comme pour un licenciement, entretien préalable, etc. Sauf exception. Mais le conseil juridique de base, c'est de toujours le faire par écrit. Lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, pour avoir une preuve de la date. C'est essentiel. Et les exceptions? Alors, si l'employeur rompt parce qu'il reproche une faute au salarié, là, il doit respecter la procédure disciplinaire, convocation, entretien. Et il y a des règles très spécifiques, très protectrices, pour les salariés protégés, les représentants du personnel, ou pour ceux qui sont en arrêt suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans ces cas-là, rompre l'essai est beaucoup plus compliqué, voire interdit. Ok, donc prudence dans ces situations. On entend aussi beaucoup parler du délai de prévenance. C'est quoi exactement et est-ce que c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire depuis 2008, pour les deux parties. C'est un délai minimum à respecter entre le moment où on annonce la rupture et le moment où elle prend effet. Un préavis en quelque sorte. Pour ne pas laisser l'autre sur le carreau du jour au lendemain. C'est l'idée.
La durée dépend de qui rompt et depuis combien de temps le salarié est là. Si c'est le salarié qui part, c'est 24 heures de préavis s'il est là depuis moins de 8 jours et 48 heures s'il est là depuis 8 jours ou plus. C'est court. Oui. Et si c'est l'employeur qui rompt, ça commence à 24 heures, moins de 8 jours de présence, puis 48 heures, entre 8 jours et 1 mois, puis 2 semaines, entre 1 et 3 mois de présence, et enfin 1 mois de préavis s'il est là depuis plus de 3 mois. D'accord, ça augmente avec le temps passé dans l'entreprise. C'est ça. Question cruciale qui revient souvent. Si l'employeur annonce la rupture, disons, l'avant-veille de la fin de l'essai, et qu'il doit respecter 2 semaines de prévenance, est-ce que ça prolonge la période d'essai de 2 semaines? Non. Et ça, c'est un point fondamental, source de beaucoup d'erreurs. Le délai de prévenance ne peut pas prolonger la période d'essai au-delà de sa date de fin prévue, initiale ou renouvelée. Ah, d'accord. Il faut absolument que la rupture et le délai de prévenance s'inscrivent dans la période d'essai restante. L'employeur doit donc notifier la rupture suffisamment tôt. Et s'il notifie trop tard, genre la veille de la fin alors qu'il doit 2 semaines de préavis? S'il notifie la rupture avant la fin de l'essai, même la veille au soir, la rupture de l'essai est valable. Le contrat est bien rompu pendant l'essai. Mais comme il n'aura pas respecté tout le délai de prévenance, il devra payer au salarié une indemnité compensatrice pour les jours de préavis non effectués. Mais ça ne requalifie pas la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse juste à cause de ça. Non, pas automatiquement. Si la rupture a bien été notifiée pendant l'essai et pour un motif lié à l'essai. Le timing de la notification est donc vraiment critique. Pour la preuve, c'est la date d'envoi de la lettre recommandée qui compte. Ok, c'est un point technique mais avec de grosses conséquences pratiques. Bon, et si, à l'inverse, tout se passe bien? Pas de rupture, on arrive à la fin de la période, qu'est-ce qui se passe? Si personne n'a rien dit avant la date de fin, le contrat de travail devient définitif. C'est automatique. Pas besoin de signer un nouveau papier ou quoi que ce soit. La relation continue simplement. Exactement. L'employeur peut envoyer une lettre pour confirmer la fin de l'essai et l'embauche définitive. C'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Et point important, toute la période d'essai compte pour calculer l'ancienneté. On est considéré comme étant dans l'entreprise depuis le premier jour. Et l'article de Volonta explique logiquement de continuer sur la lancée, garder de bonnes relations, chercher à progresser. Une dernière situation un peu limite, est-ce qu'un employeur peut décider de ne rien dire pendant l'essai, laisser passer la date, puis licencier le salarié pour incompétence, mettons 1 mois après? Alors juridiquement, oui, un licenciement pour insuffisance professionnelle est toujours possible après la période d'essai. Mais c'est très risqué pour l'employeur s'il le fait juste après. Le guide juridique le souligne bien, si les problèmes d'incompétence étaient déjà visibles pendant l'essai et que l'employeur n'a rien fait, n'a pas rompu l'essai, alors licencier juste après pour ce même motif, ça peut être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire abusif. Il faut pouvoir prouver que l'incompétence n'est apparue ou n'a été confirmée qu'après la fin de l'essai, en gros. C'est ça. C'est une question d'appréciation par les juges au cas par cas. Bon, on a fait un tour assez complet, je crois. Si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette période d'essai? On a bien vu que ce n'est pas juste une formalité. Ah non, loin de là. C'est vraiment une phase clé, un moment intense d'évaluation mutuelle. C'est très encadré par la loi, il faut connaître les règles clés. Est-ce qu'elle existe, écrite, combien de temps elle dure, est-ce qu'on peut la renouveler et sous quelles conditions, très strict, et comment on peut la rompre, le fameux délai de prévenance. Ça, c'est le cadre. Mais c'est aussi, et l'article de Volonté le montre bien, une période où l'humain est central. L'attitude, la communication, la proactivité, la capacité à demander et recevoir du feedback, c'est ça qui fait souvent la différence pour réussir son intégration. C'est un mélange de droit et de savoir-être, en fait. Tout à fait. Un équilibre à trouver. Et pour conclure, une petite réflexion qui me vient en brassant tout ça, la période d'essai, elle vise à évaluer les compétences en situation de travail réel. Mais aujourd'hui, avec des métiers parfois très complexes, des projets qui durent longtemps, est-ce que ces fenêtres d'évaluation, qui restent quand même assez courtes, 4, 6, 8 mois au maximum, est-ce qu'elles sont toujours suffisantes pour vraiment cerner le potentiel, les aptitudes de fond d'une personne sur le long terme? C'est une excellente question. Voilà, une interrogation pour finir. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration détaillée de la période d'essai. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats.
À très bientôt pour un nouvel épisode.